et bienvenue dans cette première conférence de Traverse, qui est la nouvelle série que je propose sur cette chaîne. Vous trouverez en bas dans les commentaires un lien vers une page de blog que je viens d'ouvrir et qui présente à la fois le but de ces conférences, cette manière de faire, l'élan qui me porte dans cette nouvelle affaire, ce que je vous propose, quoi. Et puis en même temps, comme chaque conférence sera comme un sous-chapitre d'un ouvrage que je suis en train d'écrire, je vous propose de voir le plan de cet ouvrage, le plan détaillé, et puis aussi l'avant-propos qui présente ce que je veux mettre dans cet ouvrage, quoi, quelle est vraiment l'envie qui est à l'œuvre. Voilà, que je peux synthétiser en une phrase, qui est vraiment rendre compte de la manière dont on est traversé par le pays à travers mon expérience d'anthropologue. Bon. Alors, les conférences de traverse, c'est un exercice que je voudrais beaucoup plus littéraire en un sens que les autres formes que je vous ai proposées auparavant, beaucoup plus écrites. Comme vous le savez, je suis pas très performant ou au fait de toutes les manières de faire des excellents vidéastes existants sur YouTube. Je fais les choses à ma manière en bricolant. Là, ce que j'ai essayé de faire, c'est des choses que vous pourriez podcaster, c'est-à-dire vraiment un texte lu. Avec ma trombinette derrière, mais ça c'est pas très important. Pour moi, ce qui fait vraiment sens, c'est donner à lire gratuitement, comme d'habitude, sans pub, sans Tipeee, sans rien, un chapitre que vous pourrez voir ou écouter, ou plus tard lire quand l'ouvrage sortira à peu près d'ici un an. Voilà. Bon, alors vous voyez, à chaque fois j'aurai mon texte, des conférences de traverse, puis je vous en lirai un bout. D'autres fois, ces conférences seront données à la Sorbonne ou seront données, pourquoi pas, dans des cafés. Il y a un commentaire qui a proposé ça récemment. N'hésitez pas à me proposer des lieux où je pourrais donner des conférences de traverse. Voilà, c'est un... Vous pourrez trouver avec le lien sur le blog des grandes thématiques, des grands chapitres et sous-chapitres. S'il y en a un qui vous intéresse, n'hésitez pas à me proposer de venir réfléchir avec vous, ici ou là. Ça donnera lieu à une vidéo a priori. Les autres, je me contenterai de les écrire au fil de l'inspiration. Bon. Alors il y a déjà quelques sous-chapitres qui sont écrits, mais je voudrais commencer cet exercice par une conférence de traverse qui s'appelle « L'échec en politique ». L'échec en politique. Je commence à lire. Corail intercité pour un matinal Paris-Tout. Je regarde passer le paysage. À travers la crasse antique de la vitre du corail, la lumière est d'une beauté brûlante. Le reste, non. Des visions communes filent derrière la vitre. Friche industrielle glauque, soubassement de ponts défraîchis. Même les tags ont l'air abandonnés. Pas âme qui vive, des entrepôts vides, en ruine, territoires laids, indisponibles à la vie humaine. Les sols y semblent impropres à toute vie, pas même à cette sorte de vie qu'on trouve dans la putréfaction. Derrière ces ruines défilantes, une route nationale traverse des champs plus plats et rectilignes que la route elle-même. Le sol des champs y semble si aplani qu'on se demande pourquoi les voitures roulent sur la route plutôt que sur les champs aplatis, presque bétonnés. Sans doute que la route force-t-elle à aller quelque part, comme par réflexe, alors qu'en roulant sur les sols artificialisés, l'automobiliste décontenancé ne saurait même plus suivre son GPS. Autour des voies, des zones mortes, des zones déchets, foutues, désertes. Qui a fait ça? Qui est responsable de ça? Comment qualifier ce lent massacre, cette stérilisation, cette abolition des territoires
de par cette abolition de territoires entiers que l'on croise si souvent le long des voies SNCF. Qui blâmer? À qui profite le crime? Ce paysage purement humain, aucun humain n'a pu le souhaiter. C'est la conséquence d'une somme d'actions inconséquentes. Voilà qui me rappelle qu'une auditrice, Shadia7, sur ma chaîne YouTube, a récemment proposé un sujet à traiter autour de l'échec en politique. Si j'avais dû aborder le sujet rapidement, le balayer des yeux, je dirais probablement que c'est une notion polémique, risquée, parce qu'il y a un risque de masquer une substitution d'une question technique à une question politique, et que par ailleurs, en démocratie, la notion d'échec est toute relative, puisqu'une minorité, c'est-à-dire un groupe ou une décision procédant d'un échec électoral, représente toujours aussi une victoire. L'existence de la minorité et donc de la défaite étant nécessaire au mode de régulation des conflits propre à la démocratie. Mais on a le temps. Grâce à ce trajet en train et aux conférences de traverse, et les yeux pleins de l'évidence sensible de notre capacité humaine à échouer, avançons donc sur le sujet. Prenons-le brutalement, par la poignée. Pourquoi notre personnel politique utilise-t-il la notion d'échec? Pourquoi, c'est-à-dire à la fois comment et dans quel but? La politique en démocratie libérale de marché serait-elle exclusivement faite d'échecs et de succès? Celles et ceux qui exercent le pouvoir politique doivent-ils ou bien échouer ou bien réussir? Que recouvre cette disjonctive apparemment innocente? Une disjonctive, c'est ou bien ou bien. La mécanique des promesses électorales, des campagnes, des engagements mène-t-elle nécessairement à une vision aussi binaire de l'action publique? Nous sommes ici sur la piste d'un détournement, d'une corruption dans les significations collectives, qui participe largement de la manière dont le pouvoir justifie son existence et les inégalités qu'il maintient, protège et parfois renforce. Prenons le temps de déconstruire et de recomposer cette notion. Le but de cette conférence est de vous montrer que dans la plupart des cas, parler d'échec ou de succès en politique relève d'un détournement. En attendant, le train file. En voyant toutes les destructions sur le bord des voies, j'en viens à me demander si le premier coupable, ce n'est pas la ligne de chemin de fer qui est venue trancher, séparer, déformer le territoire qu'elle traverse et abolir sa cohérence propre, troquée pour une précarité industrielle. Ce sont des zones au chômage, le long d'une longue plaie ferroviaire. Qu'est-ce qu'un échec? Au sens propre du terme, c'est l'incapacité à atteindre un but donné. L'échec en politique, en suivant une telle définition élémentaire, est l'incapacité d'un gouvernement, d'un chef ou d'une politique à atteindre un but assigné. Ici, l'exercice du pouvoir se conçoit comme un projet, composé d'objectifs et d'indicateurs de performance permettant de qualifier le résultat de l'action, de succès ou d'échec. L'échec ou le succès, ça se mesure, c'est très important. On dira par exemple, les politiques de lutte contre le chômage ces 30 dernières années ont été un échec. Les gouvernements successifs depuis 30 ou 40 ans ont échoué à résorber la fracture sociale. Le score de ce parti aux élections législatives constitue un échec. On n'a pas réussi à stopper l'effondrement démographique de la commune, c'est un échec. Le rapport entre un but à atteindre et une incapacité à atteindre ce but est toujours engagé, ce qui caractérise une conception des unités politiques. Syndic de copropriété, associations, mairies, communautés de communes, départements, régions, nations, comme un système d'efficacité. Et l'action comme une variable mesurable, objectivable, imputable. Il faut imputer l'échec ou le succès. Ces derniers ne peuvent être diffus. Mais qui est comptable des abandons, des friches, des sols massacrés, du déchet de l'action publique, de ce qui fait que la vie peut devenir insensiblement laide et désespérante? Par exemple, de qui les morts de la rue sont-ils l'échec? Qui échoue quand des humains
parmi nous n'ont plus d'eau pour boire ou se laver? Et comment fait-on pour vivre dans cette abomination collective? Je me souviens d'un centre d'accueil d'urgence Rome à Montreuil que j'ai visité et étudié 2 années durant il y a presque 10 ans. Un condensé d'échecs sans responsable. Qu'il me soit permis d'en parler un peu tant il exprime de modalités d'échecs possibles. Cette structure, financée par la préfecture et la mairie, devait, sous le contrôle d'une association, favoriser la bonne insertion de, entre guillemets, Roms, en réalité des paysans roumains et hongrois. Au bout de 2 ans et demi, je vous mets d'ailleurs dans la description, dans les commentaires, un lien vers un reportage d'un photographe qui m'avait suivi pendant un temps sur ce terrain-là. Donc au bout de 2 ans et demi, 6 mois avant la fermeture du centre, sur 196 personnes encadrées, un unique permis de travail avait été obtenu pour une personne. Et ce, en grande partie à cause de l'incurie de l'association qui refusait d'aider ces immigrés à monter des dossiers d'auto-entrepreneurs ou des structures d'entreprises individuelles. Cela n'était pas vu comme un échec, mais comme une conséquence directe de la nature, entre guillemets, des Roms. Bon, ces derniers recevaient des OQTF, obligation à quitter le territoire français, à l'appel que leur donnait la police et la gendarmerie. OQTF contournés grâce à la souplesse des douanes roumaines ou simplement annulés grâce à des avocats financés par l'association, c'est-à-dire indirectement par la même préfecture ayant émis l'OQTF. Là encore, pas d'échec, mais une politique de reconduite à la frontière qui atteignait ses objectifs, d'un côté, en tout cas formellement, et un projet pilote faisant de même. Chacun se contentant de l'aspect formel des choses. Je me rends compte en écrivant ces lignes, comme ce centre coincé entre une décharge et un terrain vague ressemblait comme un frère au territoire au chômage que le train traverse à l'instant. Un jour, j'ai fait une interminable tournée des caravanes pour réaliser avec les habitants du centre un bilan économique de leur immigration. Tous avaient perdu beaucoup d'argent, entre 10 000 et 40 000 euros. Ils avaient aussi perdu du capital social, du capital culturel, symbolique, humain. Cet exercice créa un fort malaise dans le centre. Ils n'avaient pas songé à faire un tel bilan et à faire le constat de quelque chose comme un échec. À travers le processus de leur immigration et de leurs allers-retours entre leurs villages roumains, Covasent et Montreuil, ils avaient sur plusieurs années, à leurs yeux, réussi leur implantation dans l'Eldorado. Implantation temporaire selon eux, puisqu'ils avaient conservé leur maison en Roumanie. Sans que ce soit exactement un succès ou un échec, ils avaient rejoint le paradis, le lieu où tout est possible. Ils avaient réalisé leur ardent désir. En objectivant leur démarche, je faisais de ces vies aventureuses une succession confuse d'échecs pitoyables. Mais ce jugement, quoique objectif, était à côté de leur vie. Il n'était pas ici question d'échec, mais de vie tendue vers le salut. C'est pourtant sur eux que tous les responsables réels de leur situation renvoyaient la responsabilité de l'échec du dispositif social. Dans une forme d'imbécilité et de dépression typiquement technocratique, ceux qui avaient conçu, financé et animé ce camp, censé produire de l'intégration, bégayaient que le fiasco complet du dispositif était dû à l'indécrottable fainéantise des soi-disant gitans qui n'en étaient pas. Mais la tristesse ineffable dévide ces gens, bloqués dans un dispositif semi-carcéral entre une décharge et un terrain vague, entre la préfecture et des gestionnaires de la vie quotidienne, la pauvreté et la saleté nouvelle pour eux, mais devenue naturelle pour leurs enfants. Bref, le seul échec qui vaille d'être décrit. Personne n'en assumait la responsabilité, ni même ne le formulait. En attendant, le train s'approche de la bonne ville de Blois et le paysage se simplifie et gagne en dignité. Il est peut-être intéressant d'observer que la coutume française nous permet de ne pas parler d'échec dans certaines circonstances, malgré l'évidence du malheur ou de la catastrophe, du moment que le but initial, même prodigieusement nuisible, a été atteint. Personne ne parle d'échec pour le remembrement, engagé par la Datar
quand bien même cette politique aurait mené à la désertification d'innombrables territoires, à l'artificialisation des sols, menaçant la possibilité de la vie même un peu partout chez nous. Cette politique massacrante fut un cruel succès. De même, il ne parviendrait à personne l'idée de parler d'échec au sujet de la gestion des déchets radioactifs dans le dispositif CIGEO. On a produit de l'horreur ingérable, immaîtrisable, mais personne ne l'a voulu. Ce n'était pas un objectif atteint ou raté. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un échec. Le but était d'améliorer l'autonomie énergétique du pays. Même quand elle est décriée comme une prison des peuples, la construction européenne n'est la plupart du temps pas identifiée comme un échec. Ceux qui l'ont voulu l'ont faite telle qu'ils la voulaient. De même, la colonisation, l'esclavage, la collaboration ne sont pas vus comme des échecs, mais comme des périodes sombres de notre histoire. Pour le dire simplement, aucune catastrophe n'est, à proprement parler, un échec, tant qu'un acteur exerçant le pouvoir n'a pas explicitement fait part de sa volonté de l'éviter. Quand une ville se dépeuple, qu'elle perd ses emplois, que les commerces, la pharmacie d'abord, la boulangerie ensuite avant la supérette, y ferment, que les médecins s'en vont, que l'école déménage, que les maisons se vident, que les faubourgs se meurent dans la laideur commune d'une petite misère résignée, quand la crise vient se manifester jusque dans l'eau des sources qui devient imbuvable, on ne parle habituellement pas d'échec, on se plaint, doucement, à mi-voix, de la fatalité. On se plaint d'être abandonné. Parfois, comme dans le mouvement des Gilets jaunes, on se révolte contre l'effondrement. On demande du pain, du temps, de la vie, de l'argent. On exige la démission du monarque élu. On réclame pour soi plus de pouvoir, mais pas explicitement et précisément l'échec. On ne dénonce pas explicitement et précisément l'échec des politiques. Il s'agit d'autre chose, quelque chose de plus profond que nous aborderons tout à l'heure. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, le couple échec-succès s'avère complètement inopérant pour comprendre le régime du pouvoir. Il y a la fertilité des champs, la fécondité des femmes, la santé et l'abondance des troupeaux, l'harmonie générale des relations avec l'extérieur, humain et non humain. La personne ou le groupe dépositaire du pouvoir est essentiellement dépositaire de cette force qui lie les choses et les humains. La qualité de son pouvoir ne réside pas dans le succès ou l'échec de tel ou tel projet, mais dans la santé générale de la communauté. Santé qui ne se laisse pas évaluer par des Key Performance Indicators, indicateurs de performance clés, mais par la qualité de vie, la prospérité, la tranquillité de la vie dans le groupe. Ainsi, au Nigeria, chez les Tiv, la théorie des Tiv stipule que le pouvoir légitime dépend de la détention d'une qualité mystique nommée Svem qui assure la paix, l'ordre, la fertilité des champs et la fécondité des femmes. Je cite ici un passage de Georges Ballandier dans Anthropologie politique. D'une part, chez les Tiv, il n'y a pas de pouvoir incarné dans des institutions, mais encore, la qualité du pouvoir est un fluide qui passe de personne en personne et qui valide l'harmonie entre la communauté et les éléments dans la perspective d'une stabilité maximale, à l'opposé du mode projet. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, la qualité du chef ou de la chefferie s'exprime essentiellement dans la santé générale du groupe et la prospérité des communs, et parmi ceux-ci principalement la fécondité et la fertilité, loin des notions d'échec et de réussite. En fait, dans une société traditionnelle, la seule action que l'on peut qualifier d'échec ou de succès relève de la guerre ou de l'opération magique. Bien évidemment, a posteriori, il est toujours possible d'évaluer l'action d'un pouvoir politique en termes binaires d'échec ou de succès, parce que tout système d'action sociale est susceptible de s'attribuer des buts, selon le modèle agile de Talcott Parsons. Mais bien souvent, il s'agit là de pures projections qui ne rendent compte ni de ce que les personnes pensent, ni de ce que les groupes pensent, ni de ce que les rites mettent en scène, ni encore de ce que les institutions déploient ou pensent, pour reprendre la formule de Mary Douglas. Qu'est-ce qui distingue ces deux manières de constituer le pouvoir qu'on pourrait décrire comme traditionnelle et moderne? L'une encadre une vie pour soi, l'autre une vie par projet. L'une n'existe que par et pour le commun,
l'autre n'existe qu'à travers des fins qu'elle s'assigne. Les binômes santé-maladie ou encore vie-mort paraissent mieux recouvrir le champ du pouvoir chez les TIV plutôt que le binôme échec-succès. Et de manière plus générale, dans les sociétés traditionnelles, on pourrait dire la même chose. En adoptant cette optique binaire échec-succès, un pouvoir politique laisse de côté, comme si cela ne le regardait pas, la part essentielle de la vie en commun, à savoir le bonheur de vivre ensemble, la qualité de la vie en commun, la qualité plus ou moins harmonieuse de la relation à l'environnement et à la nature. Les binômes santé-maladie, vie-mort, tout ce qui se ressent, se dit, mais ne se laisse pas totalement résumer par la statistique. L'humeur et la santé d'un lieu que l'on sent dès les premières secondes où l'on y met les pieds. Un tel pouvoir se lave les mains de la partie à proprement parler vivante de la vie collective. Pour revenir à la première vision dont je vous faisais part à l'orée de cette conférence, la France des zones détruites et des territoires au chômage regorge de lieux malades, et peut-être même de maladies, sans responsable, sans corps immédiatement coupable de ces déchéances. C'est le fait d'un pouvoir fuyant qui glisse d'un projet à l'autre et d'une élection à l'autre. Comme si Oedipe se cachait et refusait la responsabilité de la peste qui dévore Thèbes. En revanche, un tel pouvoir, celui que nous subissons aujourd'hui en France, un tel pouvoir déploie une vision mécaniste de l'exercice du pouvoir et corrélativement une vision mécaniste de la vie en commun. Qu'on parle de politique de l'emploi, de politique de la ville, de virage ambulatoire, de politique agricole commune, on mesurera l'efficacité de telle ou telle réforme en établissant des rapports entre objectifs et performances chiffrés. On ira chercher dans le froid des chiffres la validation incontestable d'une mesure d'ingénierie sociale, où il y a bien des ingénieurs, du social et puis de la masse sociale. Il est vital pour un tel pouvoir qu'on ne sorte pas du chiffre et en un sens de l'indiscutable. En réalité, en proposant d'évaluer une politique en termes de chiffres, on tâche bien souvent d'éviter d'en évaluer la pertinence, en ne mesurant que le comment, que le combien, on ne mesure pas le pourquoi. Bien. Prenons par exemple une équation de ce type récemment déployée, parce qu'elle est particulièrement innocente dans sa présentation et néanmoins elle est bien structurée. La mesure dite des 80 km/h, très impopulaire dans les campagnes et les zones semi-urbaines, elle est défendue par notre Premier ministre qui l'a promue parce qu'elle ferait baisser la mortalité et que, c'est le point décisif, personne ne peut être contre le fait de baisser le nombre de morts. Personne ne peut être contre le fait de baisser le nombre de morts. Quand une phrase commence par « personne ne peut être contre », méfiez-vous. Personne ne peut être contre le fait de baisser le nombre de morts. Or, si. Le niveau de risque, la proximité de la mort font l'objet d'un arbitrage conscient et ou inconscient, individuel ou collectif. Ainsi, les gens qui font du hors-piste prennent le risque de se briser le cou, on l'admettra facilement. Ainsi, ceux qui roulent trop vite, ou trop sous, ou trop fatigués, ou tout simplement qui roulent, prennent un risque plus ou moins calculé de perdre la vie. Quelqu'un qui fume prend consciemment le risque de raccourcir sa vie. S'il fallait pousser le raisonnement jusqu'au bout, si personne ne peut être contre la diminution du nombre de morts, alors il faudrait interdire immédiatement la circulation automobile, ce qui sauverait chaque année des milliers de vies. Ce n'est pas ce que l'on fait. Il faudrait immédiatement interdire la sauvagerie managériale qui cause tant de suicides sur les lieux de travail aujourd'hui. Il faudrait démultiplier le nombre d'hôpitaux au lieu de les fermer. C'est pas ce qui est fait. En réalité, on arbitre toujours entre le prix de la vie humaine, la qualité de la vie humaine, les exigences de la vie sociale. Il s'agit bien d'un arbitrage sur de la quantité de morts.
Fumer, boire, baiser, mais aussi travailler, se déplacer, vivre relève de la prise de risque plus ou moins consciente, d'un arbitrage entre la vie et la mort, et donc d'un plus de mort qu'on est capable d'accepter pour vivre selon nos choix. Pour nombre d'entre nous, certaines concessions à la sécurité ne sont pas souhaitables parce qu'une vie dérisoire et constipée serait bien pire que la mort. Mais d'autres potentialités de mort nous sont imposées parce qu'il n'est pas rentable de faire autrement, ou plus simplement parce qu'on ne peut pas faire de la survie la seule motivation et maxime de son action, et de l'action sociale de manière générale. Pour parler vrai, il faudrait dire, nous ne voulons pas renoncer à produire des morts, mais pour cette part de l'action sociale, nous en voulons moins. Mais combien moins? C'est là qu'est le point décisif. Combien moins? Et en fonction de quoi? En réalité, les différentes positions politiques autour de cette question de la mort se jouent autour de ça. Combien moins? Bien. Mais en fait, tout ça n'a aucune importance. Il y a beaucoup plus important. Pour ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui en France, quel trésor qu'un domaine où l'on peut appliquer des oukases du genre, personne ne peut être contre. Il y a là une négation de la démocratie et une méconnaissance de l'humain, plus ou moins feinte, qui justifie une expertise exclusive, une science royale du pouvoir. Cela permet au pouvoir de signifier implicitement ou explicitement, deux points, j'ouvre les guillemets, nous sommes ceux qui savons réaliser ce que tout le monde souhaite. Ou pour le dire autrement, ce que personne ne peut ne pas souhaiter. Voilà. Nous sommes ceux qui savons réaliser ce que tout le monde souhaite. Ce à quoi personne ne peut s'opposer. Ce qu'il y a à faire est indiscutable. Il n'y a pas lieu de discuter ce qu'il y a à faire. La seule chose qui vous reste, c'est d'évaluer la qualité de notre action. Et la qualité de notre action se mesure à des indicateurs de performance dans la réalisation de buts indiscutables. C'est nous qui disons ce qu'il faut faire, c'est nous qui fournissons les critères d'évaluation selon lesquels on établira notre succès ou notre échec, c'est nous qui réalisons cette évaluation. Le citoyen doit simplement pouvoir, considérant cette évaluation pro domo, réélire ou ne pas réélire, c'est-à-dire la plupart du temps, faire un choix par défaut ou n'en pas faire du tout. Voilà, il y a une longue note de bas de page, mais je ne vous la lirai pas. On pourrait imaginer que cette vision mécaniste du pouvoir et cette emprise du mécanique sur le social trouvent son origine dans l'art occidental de la guerre, le couple victoire-défaite faisant place au couple succès-échec pendant que les écoles d'ingénieurs élargissaient leur champ d'action du militaire au civil, puis vers l'ingénierie sociale. On pourrait aussi imaginer qu'il s'agit d'une conséquence naturelle de la modernité, si l'on conçoit une société moderne comme une société qui veut devenir ce qu'elle n'est pas encore, et donc qui forme des projets quand une société traditionnelle cherche essentiellement à demeurer ce qu'elle est. Il serait peut-être hasardeux de pousser plus avant l'explication. On peut toutefois faire le constat d'un rapport au temps contenu dans le binôme échec-succès. Dans le cadre d'une démocratie représentative et d'une délégation de pouvoir qui s'opère par projet et par programme, la bonne vie se trouve soit dans le bilan, évaluation du succès d'un projet, soit dans le futur, promesse de réussite autour d'un projet. Pas au présent et pas dans le présent vécu. Finalement, qu'est-ce que le binôme échec-succès si ce n'est une technique de justification d'un pouvoir qui souhaite détourner l'attention du cœur de la vie collective? Se justifier quand le bonheur de vivre en commun ne suffit pas à justifier l'ordre des choses et le pouvoir qu'il maintient. Les dictateurs, Pinochet, Franco, Staline, ont pu remporter des victoires et revendiquer pour eux-mêmes des succès économiques, politiques, techniques, artistiques. Organiser des cultes autour de ces succès et des promesses de succès à venir jusqu'au climax
des succès possibles, le triomphe final, tout en maintenant leur peuple soumis par la terreur, l'agression perpétuelle, le meurtre de masse. C'est là qu'on voit que échec et succès, c'est simplement la sanction de la capacité à atteindre un but qu'on s'assigne soi-même. Échec et succès ne sont pas seulement des catégories permettant de rendre des comptes, elles permettent essentiellement de détourner le regard de l'essentiel, et c'est pourquoi les pouvoirs qui sont les plus insupportables, les plus nuisibles à la vie, revendiquent le plus bruyamment leur succès. Je voudrais pour finir décrire un, entre guillemets, savoir échoué. Un savoir échoué développé dans une petite maison de retraite accueillant des personnes âgées, schizophrènes et psychotiques, ou plutôt souffrant de schizophrénie, de psychose, d'épisodes psychotiques. Sur les franges du pays Vitria, du côté de Vitry de François, dirons-nous vers Saint-Dizier, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, sur les franges du pays Vitria, une structure qui s'appelle un ESAT accueillait des personnes et leur proposait du travail. Donc des personnes souffrant de schizophrénie, d'épisodes psychotiques. Cette structure accueillait ces personnes et leur proposait du travail. Maraîchage, élevage, conditionnement, transformation, vente des produits de l'exploitation sur les communes alentours. Une maison de retraite était là pour accueillir ces personnes après qu'elles soient devenues trop âgées pour travailler. Les personnels et les résidents avaient développé une théorie de l'échec presque shadockienne, mais néanmoins diablement efficace. La directrice et une aide-soignante m'expliquèrent ainsi, lorsque j'y rendais visite à cet établissement, que pour améliorer la vie au quotidien, elles tentent, elles s'adaptent, elles improvisent, elles ont appris à relativiser la notion d'échec. Si elles se sont fait mener en bateau par un résident ou une résidente, si elles n'arrivent pas à lui imposer quelque chose, eh bien, ce n'est pas un échec. Elles l'auront... Ou alors, ce n'est pas qu'un échec. Elles l'auront au moins distrait. À mon arrivée sur ces lieux, un homme bloquait la porte parce qu'il voulait aller manger une glace en ville, à un peu plus de 20 km, dans un café en terrasse, qu'il aimait bien. Donc il faut vous représenter la scène, on est dans une maison de retraite avec des personnes qui souffrent de psychose et de schizophrénie. Il y en a un qui bloque la porte et qui gueule qu'il veut aller loin. Donc être accompagné d'un soignant pour manger une glace dans le bar en terrasse qu'il préfère. Dehors, il grêle, il vente, il fait terriblement humide. Bon. La dame qui travaille là négocie. Elle explique que c'est trop loin, que c'est l'hiver, qu'il grêle, qu'il va attraper un rhume en terrasse. Elle aurait pu ajouter qu'on ne peut pas mobiliser le temps d'une infirmière ou d'une aide-soignante simplement pour un caprice. Mais elle ne le fait pas, et après moult discussions, elle l'emmène d'un coup de voiture prendre une glace au McDo du coin. Pas en terrasse, à l'intérieur. Décision de compromis. Il a eu gain de cause partiellement, elle a eu gain de cause partiellement. Dans le bureau de la directrice, il y avait 2 tableaux d'évaluation de la qualité. L'un imposé par les autorités de tutelle qui permet de voir si l'institution échoue ou réussit à atteindre des objectifs. L'autre défini par les personnels et les résidents et qui permet de voir au quotidien si la vie commune est satisfaisante ou non. Non pas en centrant le regard sur les échecs, mais au contraire en les considérant avec distance, presque tendresse, pour échapper à la pression de la performance et de l'évaluation continuelle, et pour ménager une énergie toujours renouvelée, pour tâtonner, inventer, proposer, improviser, afin de maintenir la qualité de vie des personnes accueillies dans les murs de cette maison. Peut-être pas si étonnant que ça qu'on ait trouvé chez les fous la manière d'échapper à cette tension du couple échec-succès. Pour revenir à la question de Shadia 7, on peut échouer en politique.
Mais ce qui peut faire l'objet d'un échec ou d'une réussite n'est pas dans le cœur de la vie en commun. Se centrer sur une vision mécaniste du social, évaluable par des indicateurs de performance, traduite en termes d'échec et de réussite, c'est se détourner à la fois du présent et du cœur de la vie en commun. Mon train arrive à Blois. Une fois descendu et parti à l'instinct appréhender la ville, voilà sous mon nez un bel immeuble qui affirme être la fondation du doute. Et juste à côté, il y a le jardin des simples. Par le chien. Rien n'est perdu.